Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Du droit et des mots, le podcast qui éclaire les dirigeants sur les enjeux juridiques, fiscaux et stratégiques. Pour cette rentrée, nous sommes ravis de vous présenter un tout nouveau format de podcast Fidal Inside. Une série qui vous emmène dans les coulisses du cabinet Fidal en Normandie à la rencontre de celles et ceux qui incarnent notre savoir-faire et nos valeurs au quotidien. Dans cet épisode, direction le bureau de Caen pour découvrir le parcours de David Hénoux. Avocat en droit fiscal, il accompagne les entreprises sur leurs problématiques fiscales avec une expérience pointue en matière de TVA. Ensemble, nous allons découvrir son parcours, ce qui l'anime dans son métier et pourquoi la TVA est bien plus qu'un sujet technique. Bonjour David, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler de ton parcours jusqu'à Fidal et en quelle année est-ce que tu as rejoint le cabinet ? Bonjour Isis, alors moi je suis originaire de Rouen à la base, où j'ai fait mes études jusqu'au Master 1. Et puis ensuite j'ai intégré le DJCE à Caen et l'école des avocats à Rennes, et j'ai rejoint le cabinet Fidal en décembre 2011. Oui, donc ça fait déjà un petit moment que tu es chez Fidal. Exactement, ça fait 14 ans cette année. Et qu'est-ce qui t'a conduit vers le droit fiscal et plus particulièrement vers la TVA ? Alors pour le droit fiscal, c'est un enseignant que j'avais eu en Master 1, qui s'appelle Jean-Yves Botté, je me souviens encore de son nom, et qui était inspecteur des finances publiques. Et en fait, c'est son cours et son approche aussi qui ont fait que je me suis intéressé à la matière et ça m'a bien plu. Et après la TVA, là, c'est venu un peu plus tard avec ma pratique professionnelle. Donc tu l'as évoqué avec la personne que tu avais rencontrée, mais est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres ou moments clés dans ton parcours professionnel qui t'ont marqué ? Oui, alors mon parcours professionnel a forcément été marqué par Stéphane Lemaitre qui m'a recruté ici, il y a donc, on disait, bientôt 14 ans maintenant, et avec qui je travaille encore aujourd'hui et j'ai beaucoup appris à ses côtés, bien sûr. Tu peux nous dire qui est Stéphane Lemaitre ? Oui, Stéphane Lemaitre, c'est le directeur du bureau de Caen et qui est spécialiste en droit fiscal. D'accord. Et l'autre personne à qui je pense là, c'est une avocate, c'est la première qui m'a accueilli en stage. Elle s'appelle Pascale Vattier de Meillet, elle est à Rouen. Et elle fait pas de droit des affaires, mais elle m'avait pour la première fois accueilli en stage, ce qui m'avait permis déjà de connaître la profession d'avocat. Et puis ensuite, elle m'avait aussi présenté à des cabinets de droit des affaires. Et donc, de ce premier stage, finalement, j'ai réussi à faire d'autres stages qui m'ont conforté dans mon choix de faire du droit des affaires. Tu as pu découvrir du coup ce qui était le droit fiscal, le droit des affaires et donc la TVA. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter beaucoup plus vers cette matière ? Alors en fait, la TVA, c'est venu un peu plus tard, parce que au départ, dans les études, on apprend la technique fiscale, et puis finalement, quand on arrive dans un cabinet, il y a plein de choses. Ce qu'on a appris en cours, ça représente vraiment une infime partie. Et après, il y a tout le champ des possibles. Et la partie TVA, c'est venu au bout de quelques années, notamment parce qu'on m'a confié plusieurs dossiers en TVA, pour être tout à fait honnête, parce que peut-être ça intéressait pas beaucoup de gens. Et moi, ça m'a plu. Je trouve qu'il y a un aspect euh, pratique, opérationnel. C'est aussi un impôt communautaire, donc les règles sont, on va dire, relativement claires. Et après, l'application, bien sûr, peut être difficile. Et puis, c'est un sujet à enjeu, je trouve. Donc, c'est un sujet qui me plaît bien. On dit que souvent que c'est un sujet assez complexe, la TVA. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est son importance stratégique en fait pour les entreprises ? Oui, bah alors d'abord, faut rappeler pour mettre le contexte que c'est la première recette fiscale de l'État, la TVA, et donc l'administration fiscale s'y intéresse de très près. On le voit avec la réforme de la facturation électronique. C'est d'abord la fraude à la TVA qui est au centre de cette réforme. Et les entreprises ont parfois tendance à considérer que, eh bien, la TVA finalement on la collecte et on la déduit, et donc c'est un impôt qui est neutre. Et finalement, pas tant que ça, puisque on peut avoir des sujets sur est-ce que telle opération est soumise à TVA ou pas? Si elle est exonérée, quelles sont les conditions? Est-ce que je les respecte bien, à la fois des conditions de fond et des conditions de forme? Et puis toutes les opérations ne relèvent pas non plus du même taux de TVA. Donc finalement, dans cet impôt, il y a plein de petites choses qui sont spécifiques. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes chez les clients en matière de TVA ? Alors,
Je dirais les erreurs, en tout cas les problématiques qui sont rencontrées par nos clients. Ça va être peut-être deux choses. D'abord, tout ce qui concerne les ventes avec des pays situés à l'étranger, donc que ce soit Europe ou hors Europe. Et puis, deuxièmement, la TVA en matière immobilière. Donc peut-être pour reprendre, quand on vend des marchandises à l'étranger, eh bien, on a une exonération de TVA française, pour faire simple. Mais cette exonération, elle est soumise à des conditions et notamment des conditions de forme et que les entreprises ne respectent pas toujours ou alors elles savent pas forcément. Et puis aujourd'hui, il y a tout un tas de schémas de commercialisation et de flux de marchandises entre les pays. Certes, la libre circulation existe, mais il y a des impacts en matière de TVA. Et l'autre sujet qu'on partage avec nos amis notaires, c'est la partie TVA immobilière. Aujourd'hui, une société qui achète ou qui revend un bien immobilier, est-ce que cette vente, elle est soumise à la TVA? Ça, c'est une première question. Si elle est soumise, est-ce que c'est soumis à la TVA sur marge, sur le prix total? Il y a tout un tas de sujets qui se posent et donc c'est aussi un enjeu. Merci beaucoup David pour cet éclairage. Maintenant, est-ce que tu peux nous partager un exemple concret où ton accompagnement a permis à une entreprise d'éviter un risque ou d'optimiser sa situation? Oui, effectivement. Alors, sur la TVA, il y a la partie fiscale véritablement, mais là, j'aurais envie d'aborder un autre sujet peut-être. C'est pour les entreprises qui exportent beaucoup. Il y a un dispositif qui leur permet de pouvoir acheter sans TVA, même en France. L'idée, c'est que quand on exporte beaucoup, eh bien, on va vendre sans collecter de TVA, alors que sur les achats, on va devoir payer de la TVA et ensuite la déduire. Donc, c'est des entreprises qui sont sans cesse en situation de crédit TVA et à devoir demander des remboursements à l'administration fiscale. Et donc, il y a un dispositif qui permet, eh bien, d'avoir une attestation et de pouvoir acheter sans TVA, ce qui facilite déjà en termes de procédure, puisqu'on n'a pas besoin de demander le remboursement à l'administration fiscale, et puis ce qui a un gain aussi en termes de trésorerie. Comment travailles-tu avec les autres équipes du cabinet pour offrir une approche transversale aux clients? Alors tout d'abord, je pense qu'il faut écouter nos clients pour bien comprendre leurs besoins, même ceux qui n'expriment pas. Et ensuite, il faut s'intéresser aussi aux autres équipes du cabinet. Il faut apprendre à les connaître, bien sûr, parce qu'à mon avis, pour travailler ensemble, déjà, il faut se faire confiance. Je pense que ça, c'est très important. Et puis, il faut s'intéresser à leur matière, aux actualités, pour pouvoir avoir l'idée, au moment où on parle avec un client, de se dire, tiens, est-ce que lui, il est en règle sur tel ou tel sujet, ou est-ce que je peux pas lui proposer tel ou tel service parce que je sais que cette personne dans le cabinet en qui j'ai confiance peut l'aider. Oui, c'est un peu la particularité du cabinet, au final, c'est de pouvoir compter sur l'expertise des autres et de savoir qu'en fait, on a des avocats qui ont une pluridisciplinarité et qu'on peut vraiment accompagner sur tous les sujets. Exactement. Pour moi, c'est la marque de fabrique du cabinet. C'est qu'un client qui est client au cabinet, eh bien, on est en mesure de répondre à toutes ces questions sur tous les domaines. Bien sûr, tous les clients ne sont pas clients de tous les domaines, mais en tout cas, on est en capacité de le faire. Et nous, je trouve de notre côté, en tant qu'avocat, eh bien, c'est de s'intéresser aux autres matières. Déjà, la fiscalité, c'est très complexe, mais je pense qu'il faut avoir ce recul pour aussi élargir un petit peu son périmètre et s'intéresser aux autres Mm. matières. S'enrichir aussi des compétences Exactement. des autres. Maintenant, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce qui t'anime. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire au niveau de ta motivation? Qu'est-ce qui te motive au quotidien dans ton métier? Alors aujourd'hui, je dirais pour moi c'est le rôle de conseil qu'on a auprès des clients. C'est vrai qu'au-delà de la partie technique, je pense qu'il y a quelques années, ce qui me motivait, c'était d'améliorer ma technique, etc. Et donc ça reste et ça continue. Mais au bout d'un moment, eh bien, on travaille avec nos clients et on a vraiment ce rôle de conseil, cette proximité. Et je trouve que ça, c'est hyper valorisant. C'est d'ailleurs, je pense, la partie la plus valorisante de notre métier. Comment est-ce que tu arrives à rester à jour sur une matière aussi mouvante qu'est la fiscalité? Parce que j'imagine qu'il y a toujours des actualités, des choses qui changent. Comment on arrive à être à jour? Oui, c'est une question très complexe que j'ai toujours posée à chacun de mes maîtres de stage, je pense. Et en fait, pour moi, c'est d'abord la curiosité, parce qu'on va forcément manquer de temps, Mm. mais je pense que ce qui est intéressant, c'est d'être curieux. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et donc, voilà, je vais voir les sujets, je vais en prendre connaissance. Il y a certains qui vont plus m'intéresser que je vais creuser.
J'essaye aussi d'un point de vue pratique d'avoir dans mon agenda un créneau que je me bloque en me disant à ce moment-là, je vais pouvoir peut-être lire les articles que j'ai pas eu le temps de lire au moment où je les ai vus passer, les mettre de côté et voilà les faire à ce moment-là. Et puis je trouve que le cabinet Fidal aussi nous accompagne énormément sur cette veille juridique et technique, que ce soit au niveau de la région où on a, pour les fiscalistes en tout cas, une réunion mensuelle où on échange des sujets techniques, des pratiques, et puis au niveau de la direction technique nationale qui là aussi nous alimente entre guillemets sur un certain nombre de sujets, un certain nombre d'actualités. D'accord, oui, donc en fait, il y a plein de champs mis en place aujourd'hui pour pouvoir continuer d'être à jour et puis continuer de pouvoir en apprendre toujours plus sur la fiscalité. Exactement, oui, tout à fait. Il y a plein de sujets. Et puis après, on sait que dans le droit, il y a plein de matières, dont la fiscalité. À l'intérieur de la fiscalité, on a parlé de la TVA, mais il y a évidemment plein d'autres sujets. Et donc, en tout cas, je pense que le cabinet Fidal, sa particularité, c'est aussi à ce qu'on soit des experts dans nos domaines. Et donc, à l'intérieur de la fiscalité, il y a aussi des sujets qui vont plus ou moins nous intéresser. Et j'en reviens à la curiosité qu'on va plus ou moins creuser. Et je pense que c'est ça qui fera après notre activité professionnelle, quoi. Maintenant, j'en viens à la question du cabinet de Fidal. Pourquoi est-ce que tu as choisi de rejoindre Fidal et plus précisément le bureau de Caen? Tu nous as dit tout à l'heure que tu venais à la base de Rouen. Oui, exactement. Alors le cabinet Fidal, je me souviens qu'au DJCE, on avait eu plusieurs interventions d'avocats du cabinet. Je me souviens d'avoir eu une bonne impression. Pour autant, tous mes stages, que ce soit voilà en master 1 ou même au DJCE et ensuite à l'école d'avocat, je les ai fait pas dans le cabinet Fidal, dans d'autres petits cabinets à Rouen. Et puis ensuite, au moment de trouver vraiment une collaboration, eh bien à ce moment-là, j'ai postulé en candidature spontanée à la fois à Fidal Rouen, ville d'origine, et Fidal Caen que je connaissais. J'ai passé des entretiens dans les deux et c'est finalement Fidal Caen qui m'a recruté. D'accord. Et donc, depuis que tu as intégré le bureau de Caen, quelle a été ton évolution? Puisque tu le disais, tu es arrivé en 2011. Donc là, on est en 2025. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de changements depuis ton arrivée. Oui, exactement. Effectivement, c'est vrai que, comme je dis, j'ai été recruté à la suite d'une candidature spontanée. Ça veut dire que concrètement, l'équipe fiscale était constituée, elle tournait bien, et qu'il n'y avait pas forcément besoin d'une personne en plus. Pourtant, Stéphane Lemaitre m'a fait confiance, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en travaillant avec les uns les autres, j'ai su développer, je pense, ma compétence, mon expertise, acquérir aussi un portefeuille client, des nouveaux clients, des partenaires, etc. Et petit à petit, finalement, avoir pleinement ma place ici jusqu'à devenir associé cette année. Très belle évolution, bravo. Merci. Qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui fait la différence dans l'accompagnement client chez Fidal? Tu l'as dit, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, il y a la multi-expertise. Qu'est-ce que tu identifies d'autre comme point? Effectivement, c'est le fait pour moi que le cabinet Fidal soit constitué autour, on appelle ça de départements. Donc il y a le département fiscal, droit des sociétés, droit social, droit public. Il y a aussi une partie contentieux. Donc le fait que toutes ces personnes-là finalement soient intégrées dans un seul cabinet, d'abord au niveau local, et qu'on ait finalement des gens qui maîtrisent leur domaine. Je dis toujours ça, mais c'est vrai que pour moi, on fait peut-être des spécialités ou des matières que on verrait dans un cabinet parisien, mais proche de nos clients en région. C'est un cabinet qui est implanté nationalement. Ici, on est à Caen, mais il y a évidemment plein d'autres bureaux. Et donc cette proximité avec ce savoir-faire, je trouve que c'est une très belle combinaison du cabinet. Et puis la force aussi, c'est de pouvoir investir sur des matières qu'on connaît moins. Il y a notamment le droit de l'environnement, même si évidemment ça se développe, la propriété intellectuelle. Il y a tout un tas de sujets ou de nouveaux sujets. Et le fait d'avoir un cabinet de cette envergure permet de s'y investir et donc de proposer notre offre de service à nos clients. Merci beaucoup pour ce partage, David. Est-ce que tu as
Est-ce que tu aurais un exemple d'échange ou de retour client, par exemple, qui t'a particulièrement marqué dans ton expérience? Oui, alors qui m'a marqué effectivement, c'est pas forcément un sujet technique, mais je me souviens d'un client qui malheureusement aujourd'hui est décédé et qui venait me voir très régulièrement pour vraiment me demander des conseils simplement, pas une note technique, pas du tout une étude, mais me dire voilà, j'envisage de faire ça, que ce soit pour ses investissements, mais aussi vis-à-vis de ses enfants, pour aussi leur expliquer tout ce qu'il avait fait pour eux, etc en prévision de son décès malheureusement. Et en fait, cette marque de confiance, ça m'avait beaucoup touché, oui. C'est très intéressant ce que tu dis, David, par rapport aux clients et au fait qu'il n'y a pas toujours les sujets techniques qui importent, mais il y a aussi le relationnel et le contact humain. Et je pense que dans tout métier, on en a aussi besoin. Et en effet, le rôle d'un avocat, c'est pas que d'apporter sa technique, mais c'est aussi d'être une oreille attentive auprès de son client pour comprendre vraiment quels sont ses besoins et pouvoir l'accompagner. Donc il y a vraiment ce côté relationnel aussi qui est très important, je pense aussi. Oui, complètement. C'est vrai que donc nous, on est un cabinet de droit des affaires. Notre typologie de clients, on va dire principalement, ça va être des chefs d'entreprise. Et il faut bien avoir conscience que le chef d'entreprise, il est souvent malheureusement un peu seul. Il tient son entreprise, il cherche des clients, il doit gérer ses salariés. Et donc, il attend de nous, bien sûr, une expertise technique, et ça, il faut absolument l'avoir, mais aussi, eh bien, un conseil, de l'humain, parler aussi d'autres sujets. Voilà, il y a effectivement énormément d'humains dans notre profession, dans notre activité, complètement. Merci David. Enfin, j'ai une dernière petite question à te poser avant de conclure notre échange. Euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé recevoir ou savoir, toi personnellement, avant de devenir avocat? Et si tu avais des conseils à donner à un jeune avocat? C'est une très bonne question, effectivement. Je pense qu'il faut bien être conscient que, au-delà de la technique, parce qu'en fait, pendant les études, on va nous apprendre euh, les règles, à les appliquer, à raisonner, et ça va faire de nous un bon technicien. Et après, effectivement, on va pouvoir se spécialiser en fonction de nos choix, en fonction aussi évidemment du marché. Eh bien, on va devenir des bons techniciens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métier d'avocat, il y a aussi finalement toute une partie de chef d'entreprise, d'abord vis-à-vis des clients, puisqu'en fait, il faut avoir des clients, et ça se décrète pas, hein. Il faut bien avoir un relationnel, Ça se etc. développe. Exactement. Et ça, je trouve que l'accent n'est pas du tout mis dessus au cours des études. Et puis après, eh bien, pour ceux d'entre nous qui auront des postes à responsabilité, eh bien, il y a toute une partie aussi chef d'entreprise dans la manière, dans la gestion RH des choses, etc. Donc ça, je trouve que il faut bien en avoir conscience, en tout cas, quand on choisit cette profession. Comment en fait tu fais pour développer justement ton portefeuille client, pour trouver des clients? Alors moi en plus, comme on le disait au tout départ, je suis pas du tout originaire de Caen. Donc c'est vrai que quand j'arrive ici, je connais pas forcément grand monde. Je connais un peu les gens avec qui j'ai fait le DJCE, mais ça s'arrête là. Et donc finalement, un peu par curiosité, à la fois pour développer du réseau pro et perso, eh bien moi j'ai fait partie de réseaux professionnels notamment. J'en fais d'ailleurs toujours partie, ce qui me permet de rencontrer des gens et des professionnels. Et donc, voilà, je peux ainsi rencontrer des personnes que j'aurais jamais rencontrées en restant dans mon bureau, bien sûr. Donc, voilà, après, il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres pour sortir, faire des cocktails, etc. Mais je pense qu'il y a toujours un moyen pour développer son réseau. Et on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'au sein du cabinet, il y a aussi un organisme qui s'appelle Fidal Formation et qui propose des formations à nos clients. Et je trouve que ça, c'est un bon moyen, pour moi en tout cas au départ, qui pouvait être un petit peu plus timide, de dire, eh bien, ce que je sais faire, c'est de la technique. Je sais pas trop aller démarcher des clients, mais par contre, je sais leur proposer une formation. En tout cas, l'organisme Fidal Formation m'aide pour ça. Et les personnes qui vont venir, eh bien, je vais pouvoir leur apporter ma technique et mon conseil, et j'aurai pas moi à faire la démarche vers eux. Oui, il y a
possibilités en fait pour développer son réseau et ses potentiels clients et son portefeuille. Exactement. Faut juste avoir conscience que c'est nécessaire pour travailler, en tout cas. Merci beaucoup à toi, David, pour cet échange autour de ton parcours inspirant chez Fidal. On espère que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou à le partager autour de vous. À bientôt pour un nouveau portrait sur du droit et des mots.